Merci Manon pour cette introduction. Alors, vous allez être avec moi dans la prochaine heure pour découvrir un petit outil open source qui va vous permettre de générer des microservices prêts pour mettre en production votre chatbot ou votre agent RAG. Ah, ça fonctionne. Donc, pour ma part, je suis architecte cloud, IaaS et PaaS chez Oracle depuis plus de 7 ans maintenant. Et j'ai démarré il y a trop longtemps pour le dire, en fait, ma carrière en tant que développeur. Et le genre d'outil que je vais vous faire découvrir, c'est vraiment ce que j'aurais aimé avoir il y a 2 ans, quand avec un client, on implémentait un chatbot RAG pour leur outil RH. Et vous allez voir pourquoi. Donc en préambule, un classique Safe Harbor, si vous êtes là depuis un petit peu plus longtemps que 5 minutes, vous avez déjà dû en voir plusieurs, donc je vais passer rapidement là-dessus. Aujourd'hui, tout le monde parle de chatbot. Euh, je pense que c'est quasiment impossible de passer à côté de ces vidéos qui vous disent que vous pouvez construire un chatbot qui utilise la technologie RAG en 5 minutes. Et c'est vrai, hein, techniquement, c'est possible. Euh, mais un chatbot construit en 5 minutes, ça peut certainement répondre à des questions comme celles qui vous aident à faire les devoirs de vos enfants, par exemple. Mais qu'est-ce qui se passe si vous utilisez ce chatbot pour répondre aux questions des employés dans votre entreprise ou à celles de vos clients sur vos produits, par exemple? Les cas où des modèles ont été déployés avec trop peu d'expérimentation et ont donné lieu à des situations critiques, voire catastrophiques, ils sont déjà nombreux, comme vous pouvez le voir. Par exemple, la ville de New York. Alors, j'ai rebondi un peu avec ce que Amine nous a brillamment présenté il y a encore quelques minutes. La ville de New York a déployé un chatbot, mais cette fois pour aider les propriétaires des petites entreprises à naviguer dans la réglementation locale. Et le problème, c'est que ce chatbot a donné à plusieurs reprises des informations non seulement incorrectes, mais parfois illégales en réponse aux questions des utilisateurs. Par exemple, il a affirmé, à tort, qu'un employeur pouvait licencier un salarié qui se plaint de harcèlement sexuel, qu'il n'est pas possible d'accepter des paiements en espèces, etc. Et toutes ces pratiques, enfin, qu'il est possible pas obligatoire d'accepter les paiements en espèces. Et en fait, toutes ces pratiques-là, elles sont interdites par la loi new-yorkaise. Air Canada, autre exemple, a été jugé responsable des informations fournies par son chatbot, tout comme elle l'aurait été pour des informations données par un employé humain. Et pour ça, elle a été condamnée par un tribunal à verser des dommages et intérêts à un client qui aurait reçu de fausses informations, qui avait reçu de fausses informations. Donc, au vu de cette historique, les entreprises, elles réfléchissent à 2 fois avant de mettre en ligne un chatbot et à raison. Euh, D'ailleurs, Gartner estime que 30% des projets GenAI seront abandonnés avant la fin de l'année après un POC décevant. C'est très compliqué. Enfin, si c'est simple de mettre en œuvre un chatbot, c'est beaucoup plus compliqué de faire en sorte qu'il donne des réponses satisfaisantes. Et on va voir qu'il y a pas mal d'étapes, de challenges pour arriver à un bon résultat. Il faut choisir le modèle, il faut utiliser les bons paramètres, il faut étendre la connaissance du modèle, parfois à des données qui sont privées, voire sensibles. Et puis, bien sûr, il faut tester et évaluer chaque configuration. Et si vous devez expérimenter, tester, évaluer à la main, ben, c'est très coûteux. Donc, tout l'objet de l'outil que je vais vous présenter, c'est ça, c'est vous faciliter l'expérimentation et les tests, configurer correctement votre chatbot. Après, vous mettrez l'interface que vous voulez par-dessus. Euh, Avant de vous montrer directement l'outil, je vais revenir sur quelques notions essentielles et plus particulièrement une brique de l'outil qui est centrale, qui est AI Vector Search dans la base Oracle 23 AI. On verra pourquoi il faut des données vectorielles et comment Oracle répond à ce besoin. On va faire aussi une passe sur des notions de base comme les embeddings, RAG, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Et enfin, ensuite, j'expliquerai les grands concepts de l'outil
et enfin la démo. Mais d'abord, le cœur de l'outil, la base. Alors, comme vous pouvez le voir, la 23 AI, la version 23 AI de la base Oracle, elle embarque un tas de fonctionnalités IA directement dans la base. Pas de panique, je ne vais pas vous faire un cours magistral sur toutes ces technos aujourd'hui. On ne va pas tout décortiquer. Par contre, je vais faire un petit tour d'horizon rapide, histoire que vous ayez les grandes lignes et que vous soyez à l'aise avec le vocabulaire. Comme ça, on pourra plonger tranquillement dans ce qu'on appelle le bac à sable IA, enfin ce que moi j'appelle le bac à sable IA, là où on va retrouver toutes ces briques. Et franchement, c'est super pratique à intégrer quand on est un développeur, vous allez voir. Alors, la recherche vectorielle, c'est probablement l'un des aspects de la 23 AI dont vous avez déjà entendu parler. Traditionnellement, les bases de données relationnelles, elles sont très performantes quand il s'agit d'interroger des données métiers bien structurées, stockées de manière propre, sous forme de chaînes de caractères, de nombres, de dates, sur lesquelles on effectue des recherches exactes. Donc, par exemple, récupérer toutes les commandes du mois dernier. Ce genre de requête, c'est clairement le domaine de prédilection des bases relationnelles. Là où elles sont moins à l'aise en revanche, c'est quand on s'attaque aux données non structurées. Donc, c'est pas évident de trouver des documents qui parlent d'un certain sujet ou qui ressemblent à un autre document ou à une image donnée. Donc, c'est justement là qu'intervient cette technologie relativement nouvelle, la recherche vectorielle. Donc, elle permet d'interroger de façon bien plus efficace le contenu des données non structurées, que ce soit des documents, des images ou même des vidéos, en se basant sur leur sens plutôt que sur des correspondances exactes. Donc l'objectif, c'est de pouvoir interroger ces données non structurées directement dans la base. Et la première étape pour y parvenir, c'est de prendre en charge un nouveau type de données, les vecteurs. Un vecteur, c'est tout simplement une séquence de nombres, comme on voit là à l'écran. Ces nombres, qu'on appelle des dimensions, ils représentent les caractéristiques, ou plutôt le contenu sémantique de la donnée non structurée. Comme je disais déjà tout à l'heure, un document, une image ou une vidéo. Donc, ce que la 23 AI elle permet aux développeurs, c'est de générer ces vecteurs à partir d'un objet, en le passant soit à une fonction de vectorisation intégrée, soit à une fonction externe. Et cette fonction, elle va produire un vecteur qui représente fidèlement le contenu de l'objet non structuré. Et maintenant, on peut stocker ces vecteurs de manière native dans la base Oracle grâce à un nouveau type de vecteur spécifique. Je vous le donne en mille, comment s'appelle-t-il? Le type vector. Très original. Concrètement, on peut ajouter une colonne de type vector à une table existante et y stocker la représentation vectorielle de nos données non structurées. Alors, une fois qu'on a ces vecteurs, comment on s'en sert? Comment est-ce qu'on les utilise pour retrouver du contenu similaire? En fait, c'est assez simple. L'opération principale qu'on va effectuer sur ces vecteurs, c'est de mesurer la distance entre eux en utilisant des formules mathématiques de distance. Donc, c'est des calculs assez classiques, comme la distance euclidienne, le cosinus de similarité, le produit scalaire, ce genre de choses. Ce qu'on observe, c'est que plus deux vecteurs sont proches l'un de l'autre, plus le contenu qu'ils représentent est similaire. Et à l'inverse, plus ils sont éloignés, moins les contenus ont de points communs. Donc c'est aussi simple que ça. La proximité dans l'espace vectoriel reflète la similarité sémantique. Et cette capacité à utiliser des vecteurs, on n'en a pas fait un produit à part. Non, on l'a intégré dans notre bonne vieille base de données Oracle. Et pourquoi c'est important? Parce que ça permet aux développeurs de combiner facilement la recherche sur des données métiers avec la recherche sur des données non structurées. Autrement dit, on n'est pas seulement capable de faire des recherches par similarité sur des documents, des images, on peut aussi intégrer tout ça dans nos applications métiers existantes, qui, elles, utilisent déjà des requêtes sur des données relationnelles. Donc ici, on voit qu'avec seulement quelques lignes de SQL, 6 en l'occurrence, on peut par exemple créer une requête qui cherche tous les tickets de support liés au produit que je possède, et parmi ceux-là, trouver les 10 qui sont les plus similaires à un ticket que je viens de soumettre.
Donc l'idée, c'est quoi? C'est je veux des tickets de support similaires à celui que je viens de créer. Ça, c'est de la recherche sémantique, vectorielle, mais uniquement pour les produits que j'ai achetés. Et ça, c'est de la recherche exacte, relationnelle. Et ça, c'est intégré. Alors maintenant, plus vous stockez de vecteurs dans la base, plus les recherches par similarité vont devenir lentes. Pourquoi? Parce que comparer chaque vecteur stocké avec un vecteur en entrée pour mesurer leur proximité, bah forcément, ça prend du temps si on en a des millions. Et pour résoudre ce problème et accélérer les recherches, on a introduit 3 nouveaux types d'index spécifiquement conçus pour optimiser la recherche vectorielle. Ça permet en fait d'intégrer cette techno dans des systèmes transactionnels ou analytiques, peu importe, sans impacter les performances. C'est ça qui est important. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces types d'index maintenant, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont là pour booster ce genre de charge de travail. Alors, une autre question qu'on nous pose souvent quand on parle de vecteurs et de toutes ces fonctionnalités, c'est OK, mais d'où je sors ces vecteurs? Comment je les injecte, pardon, dans la base d'infos? Je vais y arriver. Dans la base Oracle. Si vous avez déjà vectorisé ces données non structurées et que vous disposez d'une grande quantité de vecteurs, pas de souci. On peut simplement utiliser SQL Loader pour les importer directement dans la base. Comme je l'ai dit, il suffit de les mapper sur une colonne de type vector dans la base et d'effectuer une ingestion rapide. En revanche, si vous n'avez pas encore vectorisé vos données non structurées, vous pouvez utiliser le nouveau package des BMS Vector pour appeler un modèle d'embedding. L'embedding, c'est la transformation en vecteur. Donc un modèle d'embedding externe qui va générer ces vecteurs pour vous. Ou alors, vous pouvez directement utiliser ce modèle d'embedding dans la base en utilisant le framework Onyx. Ensuite, il suffit d'appeler ce modèle via une fonction SQL directement dans la base. En fait, ce que ça permet de vectoriser les données sur place sans les sortir de la base. Parmi ces 3 approches, les 2 premières sont généralement les plus courantes. Cela dit, il y a des cas où les équipes préfèrent intégrer les embeddings directement dans la base Oracle, souvent pour des raisons de sécurité, de souveraineté des données. Donc, comme je le disais, l'essentiel, c'est la synergie. Quand on ajoute de nouvelles fonctionnalités dans la base, il faut s'assurer qu'elles fonctionnent parfaitement avec toutes les autres fonctionnalités déjà présentes. Toutes les capacités critiques pour l'entreprise qui sont offertes par la base Oracle, elles fonctionnent main dans la main avec la recherche vectorielle. C'est comme ça qu'on veut faire les choses. Donc, par exemple, vous pouvez scaler facilement sur un cluster rack tout en gardant une cohérence totale des données. Ou bien, vous pouvez isoler votre charge de travail vectorielle sur un seul nœud du cluster, ce qui permet au reste du cluster de gérer vos charges de travail classiques. C'est comme vous préférez. Un gros avantage aussi d'exécuter une base Oracle sur la plateforme Exadata, donc autrement dit la machine qu'Oracle design et fabrique spécifiquement pour exécuter les bases Oracle, c'est que par exemple, la recherche vectorielle peut être déchargée de manière transparente directement sur les cellules de stockage. Chacune va retourner ses meilleurs résultats. Ensuite, le serveur de base de données va fournir au final les meilleures correspondances pour l'utilisateur. Mais en résumé, ça accélère, ça parallélise automatiquement la recherche pour vous. Au passage, ça veut dire que beaucoup de nos services cloud qui reposent sur Exadata, enfin, nos services cloud de base de données qui reposent sur Exadata en profiteront aussi. À partir de la version 23.7, on va pouvoir aussi scaler une solution vectorielle grâce au sharding. Donc le sharding, c'est la distribution des données sur différentes instances. Aujourd'hui, ça porte un nom différent, je crois que ça s'appelle Globally Distributed. En fait, ça va nous permettre de gérer nos charges de travail vectorielles réparties géographiquement avec une scalabilité illimitée, tout en garantissant
et c'est tout l'objet du sharding, le respect de la souveraineté des données dans une architecture distribuée. Par exemple, les données Europe en Europe, les données US aux US. Alors, rentrons un peu dans le cœur du sujet qui est RAG, parce que c'est un des gros cas d'usage de la recherche par similarité. En gros, c'est augmenter les capacités de l'IA générative. Comme vous le savez certainement tous, les LLM ou l'IA générative sont extrêmement populaires en ce moment. Et comme je le disais, hein, si vous ne cherchez pas à ce qu'ils fassent les devoirs de vos enfants et que vous voulez vraiment les utiliser pour votre business, vous risquez parfois d'être un peu déçu des résultats. La raison, c'est que la base de connaissances de ces grands modèles, elle est généralement composée d'informations publiques. Ils ne connaissent pas vraiment votre organisation, ni votre jargon, ni vos pratiques métiers, votre vocabulaire, vos données spécifiques, rien de tout ça. Et pour aider l'IA générative à fournir des réponses bien plus pertinentes aux utilisateurs en entreprise, on peut utiliser ce qu'on appelle la Retrieval Augmented Generation ou RAG. Concrètement, ça consiste à enrichir les requêtes qui sont envoyées au LLM avec du contenu privé issu de votre base de données, trouvé soit grâce à la recherche vectorielle, soit, comme on l'a vu juste avant, en combinant recherche vectorielle et recherche relationnelle. Ça permet au modèle de langage d'exploiter vos données métiers pour produire une réponse plus précise, plus adaptée, tout en gardant vos données sécurisées. Parce que elles ne sont pas envoyées au fournisseur du modèle pour entraîner ces IA. Elles sont uniquement utilisées dans le cadre de cette session spécifique pour cet utilisateur précis du modèle. Ok, pour conclure, avant de passer au sujet de la sandbox, je veux juste m'assurer qu'on est tous bien alignés. Donc, la recherche vectorielle, elle va être au cœur de toute la chaîne de traitement de l'IA générative. Ça couvre tout, depuis le chargement des sources de données initiales jusqu'à la vectorisation de ces données en passant par le stockage dans la base. Donc, ça permet aux utilisateurs finaux de lancer des recherches par similarité directement dans la base. Ça permet aussi d'utiliser la recherche vectorielle dans le cadre de cette chaîne RAG pour aider les LLM à fournir des réponses plus pertinentes. Pour ceux qui se posent la question, oui, on dispose d'API natives dans la base de données pour tous les aspects de la chaîne, ainsi que pour agir avec les LLM via des appels REST. Donc, c'est très simple. On a aussi une intégration poussée de tous ces éléments-là avec des frameworks tiers comme LangChain, par exemple. Donc, si vous voulez construire cette chaîne complète, vous pouvez facilement intégrer toutes ces fonctionnalités dédiées à la recherche vectorielle. Allez, on va passer au cœur du sujet. Donc, Oracle AI Microservices Sandbox, enfin, son nouveau nom maintenant, comme vous pouvez le voir, c'est Optimizer and Toolkit. Mais vous allez voir, je m'y réfère souvent en disant sandbox ou bac à sable. Donc, la sandbox, c'est un outil no-code qui est conçu pour expérimenter rapidement avec l'IA. Ça s'adresse vraiment aux développeurs d'applications. Ça prend en charge tout le cycle de viral que je vous montrais avant et c'est particulièrement optimisé pour des cas d'usage comme les chatbots ou les agents RAG. Donc, ça fonctionne avec n'importe quel LLM, public ou privé. Ah oui, donc, chose importante, souvent pour les développeurs, c'est un outil open source qui est disponible sur GitHub. Donc, on vous donnera le lien si vous voulez aller faire un tour. Donc, comme je disais, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel LLM, que ce soit un modèle public comme OpenAI ou un modèle auto-hébergé que vous faites tourner dans votre propre environnement. Alors, pourquoi choisir un modèle auto-hébergé plutôt qu'un modèle public? Il y a deux raisons principales. La première, c'est la sécurité et la souveraineté des données. Beaucoup de gens ne veulent pas forcément envoyer leurs données à une organisation tierce, que ce soit pour des raisons de confidentialité ou parce qu'ils ne veulent pas que ces organisations utilisent leurs données pour entraîner leur modèle et en tirer un bénéfice économique.
La deuxième raison, c'est le coût. Quand vous envoyez vos données à un modèle public, vous payez en fonction du nombre de requêtes, pas exactement, du nombre de tokens, en gros du nombre de mots que vous envoyez, que vous recevez. Alors que si vous faites tourner votre propre modèle, vous connaissez à l'avance les ressources, notamment GPU, que vous utilisez et le coût que ça représente. Donc c'est beaucoup plus prévisible et contrôlable en termes de budget, même si pour des tout petits cas, il peut s'avérer beaucoup plus euh, économique de faire le choix d'un modèle public. Donc ça, c'est en fait à balancer sécurité, coût, prédictibilité des coûts. Donc il existe énormément de modèles différents. Vous connaissez certainement les plus populaires, je suis sûre, ChatGPT, Llama, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a des modèles qui sont entraînés pour des usages spécifiques, comme répondre à des questions, ce qu'on appelle faire de l'inférence, extraire le sens d'un texte, extraire des éléments clés-valeurs dans un texte, etc. Puis il y a d'autres modèles qui, eux, sont entraînés pour être plus polyvalents, pour être capables de faire plusieurs tâches différentes. Et chacun de ces modèles, hein, pas de ces types de modèles, chacun de ces modèles possède un ensemble de paramètres qui permet de contrôler son comportement quand on l'utilise. On va le voir un petit peu plus tard. Mais avant déjà de voir comment on utilise notre modèle, il faut prendre votre ensemble d'informations, donc votre ensemble d'informations privées avec lequel vous voulez enrichir votre modèle. Donc ça, souvent, on l'appelle le corpus. Et vous le découpez en morceaux. Ces morceaux, on les appelle des chunks. Il y a plein de façons différentes de créer des chunks. Par exemple, vous pouvez prendre les n premiers caractères, ou alors vous respectez la structure du document, titre, sous-titre, etc. Ça a un impact aussi sur la qualité des réponses de votre modèle. Ensuite, vous allez prendre chaque chunk et vous créez un vecteur, la série de nombres qu'on a vu tout à l'heure, que vous allez stocker dans votre base vectorielle. Et puis ensuite, vous utilisez la recherche par similarité pour trouver les vecteurs correspondant à votre recherche. Donc en fait, quand l'utilisateur pose une question, euh, comme ici, là, vous avez dû le voir dans la vidéo, peux-tu me donner un exemple? Le système, il va pas prendre cette question et l'envoyer directement au LLM. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser l'historique de la conversation pour comprendre le contexte, de quoi on parle. Là, il va comprendre qu'on parle de mesurer la précision d'un index vectoriel dans notre exemple, et il va transformer cette question en vecteur. Et ensuite, comme je l'expliquais, ce vecteur, il est comparé à tous les autres vecteurs présents dans la base pour trouver les plus proches. Et ces morceaux de contenu similaires, ils vont être intégrés dans ce qui va être envoyé au LLM, qu'on appelle le prompt, pour l'aider à générer une réponse pertinente. J'ai déjà dit, il y a une variété de modèles disponibles qui est grande. J'ai parlé des nombreux paramètres ajustables. Et il y a énormément de combinaisons possibles pour configurer un chatbot. C'est aussi ce qui explique pourquoi ça demande pas mal de boulot. Et c'est justement là que la sandbox entre en jeu. Ça va permettre de faire tout ça facilement via une interface graphique simple et intuitive, sans avoir à écrire une seule ligne de code. Donc, on peut imaginer en plus qu'on va avoir besoin de passer des centaines de combinaisons différentes avant de trouver la bonne. Donc, automatiser les tests ou l'évaluation de ces différentes options, c'est clairement un gros plus. Et je vous montrerai plus tard comment on peut le faire dans l'outil. Dernier point sur cette slide, la raison pour laquelle on l'a appelé AI Microservices Sandbox à l'origine, c'est que quand vous avez terminé vos expérimentations, en gros, quand vous avez identifié le bon modèle, les bons paramètres, la meilleure méthode de découpage des documents, bref, tout ce qu'il faut pour votre cas d'usage, vous pouvez simplement cliquer sur un bouton et la sandbox vous génère automatiquement le code des microservices. Moi, c'est ça que j'adore. Donc, vous pouvez choisir entre Python avec LangChain, qui est un framework super populaire pour ce genre de développement, ou Java avec Spring AI. Et ensuite, vous récupérez ce code, vous le poussez dans votre gestionnaire de version, Git ou autre, et vous le déployez dans votre environnement, et voilà. Donc, c'est une super manière de tester, affiner, valider votre approche et puis générer automatiquement le code prêt à l'emploi. Alors,
j'ai parlé de tous ces paramètres qu'on peut ajuster et je voulais vous donner quelques exemples concrets. Parce que vraiment, ces paramètres, ils peuvent avoir un impact énorme sur la qualité des réponses que vous obtenez dans un scénario RAG. Et donc, vous verrez tout à l'heure un aperçu dans la démo, mais croyez-moi, ça peut littéralement changer la donne. Le choix du modèle, donc je l'ai dit, il est crucial. On n'utilise pas le même modèle pour faire de l'inférence ou faire de la vectorisation. Bon, ça dit dans certains cas, vous pouvez utiliser un seul et même modèle pour les deux tâches, mais c'est pas la norme. Ensuite, je dis chaque LLM a ses propres paramètres. Quelques exemples. La température, ça contrôle le niveau de créativité du modèle. Plus c'est élevé, plus la réponse peut être originale, voire imprévisible. Max token, c'est la limite, c'est la longueur maximale, on va dire, de la réponse. En gros, combien de mots le modèle peut générer. Top P, fréquence, pénalité de répétition. En fait, ces paramètres-là, ils vont influencer le style d'écriture, comme éviter les répétitions, favoriser la diversité des mots choisis. Puis il y a le prompt lui-même. Donc, je vous ai déjà expliqué que dans le prompt, c'est pas la question de l'utilisateur qui est envoyé au LLM, c'est le prompt qui contient des instructions du système, du type tu es un assistant IA, tu dois donner des réponses honnêtes et complètes. Si tu ne sais pas, dis que tu ne sais pas. Tu dois indiquer tes sources dans ta réponse, etc. Donc ça, c'est les instructions du système. Si vous utilisez RAG, eh ben, dans le prompt, on va avoir aussi les documents sélectionnés via la recherche vectorielle. Si vous avez un historique de conversation, on peut aussi injecter les échanges précédents ou une version résumée pour donner du contexte, potentiellement d'autres métadonnées utiles. Donc au final, le prompt, c'est souvent bien plus complexe que ce qu'on imagine. D'ailleurs, c'est tout l'objet de ce qu'on appelle le prompt engineering. C'est une vraie discipline en plein essor et oui, je crois même qu'il y a déjà des formations entières sur le sujet. Donc ça devient un vrai savoir-faire. Donc l'historique et le contexte, on en a parlé. C'est vraiment un point clé. Si le LLM n'a pas de mémoire en soi, donc si vous ne lui donnez pas le contexte et que vous posez la question donne-moi plus de détails, vraiment, il ne sait pas répondre. Euh, Au-delà de ça, il y a plein d'autres éléments à prendre en compte. Donc la lecture des documents, leur format a un impact. Aujourd'hui, dans la sandbox, on prend en charge PDF, HTML, texte brut. Le découpage des chunks, comment vous allez segmenter les résultats les documents, pardon, peut changer les résultats. La taille des chunks, bref. L'algorithme de recherche aussi de similarité. Donc, on a parlé de cosinus, distance euclidienne, distance de Manhattan, produit scalaire, distance de Hamming. En général, la similarité cosinus, c'est la plus adaptée pour les données textuelles. Mais bon, c'est quelque chose aussi éventuellement à tester, à prendre en compte. Bref, ah si, dernier point sur ce slide important, c'est la génération. En fait, on peut utiliser les LLM pour générer du contenu qui servira à évaluer la performance d'autres LLM. Par exemple, vous avez mis en place un pipeline RAG et vous souhaitez tester son efficacité. Le modèle de référence, ça va toujours rester le feedback humain, faire constituer par des personnes un jeu de données composé de questions et des réponses correctes. Le problème, c'est que si vous voulez disposer de 1000 questions, ça représente un travail considérable, que généralement, si vous voulez des réponses fiables, il faut faire appel à des experts, donc c'est extrêmement coûteux. Donc, il y a des techniques qui consistent à utiliser un autre LLM pour générer automatiquement cet ensemble de questions-réponses que vous pouvez faire ensuite, que vous pouvez utiliser ensuite pour tester le premier LLM. On va voir un petit exemple aussi tout à l'heure. Bon, un autre élément important. Une fois que vous avez configuré tout ça, c'est que vous allez vouloir intégrer votre chatbot dans une interface utilisateur existante. Une page web, une application mobile, il vous faut un moyen simple de le faire. C'est pour ça que dans la sandbox, on propose un serveur d'API. Donc vos développeurs, ils peuvent utiliser les technologies qu'ils maîtrisent déjà, n'importe quelle technologie front-end, framework de développement front-end que vous utilisez déjà, pour venir vous brancher sur ce serveur d'API et exécuter les requêtes vers les LLM, effectuer les recherches vectorielles, etc.
Bon, on va passer à l'outil en lui-même. Je vais vous faire la démo. J'ai juste quelques points que j'aimerais que vous ayez en tête pendant la démo et que je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de vous montrer les différents problèmes qu'on peut rencontrer et comment les résoudre. Premier problème, c'est la limite de connaissance, ce qu'on appelle le knowledge cutoff. Ça correspond au fait qu'un LLM, il est entraîné uniquement jusqu'à une certaine date. Il connaît donc aucune info sur ce qui s'est passé après cette date. Par exemple, si vous prenez un modèle entraîné l'année dernière, avant novembre, et que vous lui demandez qui est le président des États-Unis, bah, il ne saura pas que Donald Trump a été élu. Donc, il pensera que Joe Biden est toujours président, simplement parce qu'il n'a pas accès aux données les plus récentes. Autre challenge que vous allez voir, c'est l'hallucination. C'est un phénomène qui est courant avec les LLM. Ils connaissent pas la réponse à une question. Ben, ils ont tendance à inventer une réponse. Et ils peuvent être parfois très, très convaincants en le faisant. C'est un problème majeur avec les LLM, parce qu'on ne sait pas si on peut toujours leur faire confiance, enfin, confiance aux résultats qu'ils donnent. Donc, on parlera de grounding, d'ancrage. C'est une pratique qui consiste à demander au LLM d'expliquer d'où vient sa réponse, en fournissant par exemple un lien vers la source originale. Ça permet de vérifier comment il est arrivé à cette réponse. Et puis, comme on l'a déjà expliqué plus tôt, on parlera de création, de documents, d'embedding, de l'historique de conversation, du prompt, etc. Et puis enfin, des jeux de données d'évaluation. Alors, laissez-moi vous montrer la console. Donc ça, c'est l'interface utilisateur. C'est sur le chatbot qu'on arrive en premier. Juste avant ça, je vais vous montrer quand même un petit peu l'architecture de l'outil. Donc, il y a la base de données dont on a déjà abondamment parlé, qui est la pierre angulaire de l'architecture. Et par-dessus ça, on a ce serveur d'API dont je vous parlais, qui va faire appel à des modèles, que ce soit des modèles tierces, des modèles on-premise. Vous pouvez même également configurer les modèles OCI Generative AI. Et puis évidemment, il va nous falloir des documents spécifiques pour augmenter la connaissance de ces modèles-là, que vous pouvez avoir soit en local, soit sur du stockage Object Storage, soit des pages web. Donc l'idée, c'est pas d'aller augmenter avec un modèle avec des informations qui sont publiques, c'est plutôt ici, par exemple, si vous avez une base de connaissances de type Confluence, ben, de pouvoir l'ajouter ici. Ensuite, l'interface. Ben, vous avez le client par défaut qui est là, que vous pouvez utiliser, mais vous pouvez brancher le serveur d'API sur ce que vous voulez en fait. Apex, comme l'a expliqué Amine brillamment tout à l'heure, sur du Spring AI, vous pouvez même choisir de brancher un avatar hologramme directement sur le serveur d'API qui vous est fourni. Tout ça, vous avez trois options pour le déployer. La première, c'est en local. Si votre machine a la capacité, en plus, a des GPU suffisantes pour faire tourner des mobiles, bah, vous pouvez tout avoir en local. Euh, Ça peut être sur un container, Docker, Podman. Et puis, il y a une option avancée qui est décrite dans cette page dont on vous fournira le lien. Bah, vous savez que chez Oracle, nous, on aime bien la résilience. On a RAC avec notre cluster, avec différents nœuds, etc. dans la base de données. Bah, on fait un peu la même chose sur la partie applicative. Et pour ça, on a choisi Kubernetes. Donc, vous avez une version infrastructure as code en OpenTofu qui est disponible dans le GitHub dont je vous parlais tout à l'heure, qui vous permet de déployer ça de manière automatique. Et ça, c'est quoi? Bah, le client sur un nœud, le serveur d'API sur un autre. On va vous fournir aussi un petit modèle. Vous pouvez enrichir avec les modèles de votre choix. Et puis, une base de données autonome. Donc, moi, c'est ce que j'ai choisi de déployer. Donc, tout ceci que vous voyez là tourne dans le cloud Oracle. Donc, voilà notre écran par défaut qui est le chatbot en lui-même. Et puis, vous voyez sur la gauche, on a un menu de configuration et puis quelques paramètres euh, qu'on va découvrir ensemble. Pour commencer, on va utiliser le modèle GPT-4.0 Mini. Donc, si vous êtes un utilisateur de chatbot, vous le connaissez déjà parce que c'est le modèle qui est activé par défaut. On va lui poser une question très simple. Comment créer des index vectoriels dans la base Oracle 23 AI?
Et là, d'emblée, on a un problème, c'est que, on a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il me parle de la base Oracle 23C. Donc ça, c'est le problème de limite de connaissance ou knowledge cutoff dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, quand il a été entraîné, il n'y avait pas la 23 AI, donc il ne sait pas de laquelle on parle, donc il suppose à tort qu'on parle de la 23C. Ça, on va le corriger un peu plus tard. Le deuxième problème que vous voyez ici en bas, c'est la réponse s'arrête de manière brutale en plein milieu. Ça, c'est ce qu'on appelle le response cutoff. Donc, on pourrait résoudre ça assez rapidement en augmentant ici le nombre maximum de tokens, mais rappelez-vous, les tokens, surtout quand vous faites appel à des modèles comme ça publics, c'est pas gratuit. Vous payez pour chaque token. Donc, à la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier les instructions du modèle pour qu'il donne des réponses plus concises. Et ça, on le peut faire dans la page des prompts. Sur cette page de configuration des prompts, on peut modifier deux éléments différents. D'abord, le système prompt et puis le context prompt. Le context prompt, il devient particulièrement important quand on utilise RAG. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard, mais pour résumer, son rôle, c'est d'indiquer au modèle qu'au lieu de répondre directement à notre question, il doit la reformuler en se basant sur l'historique du dialogue et le contexte. Donc, si j'écris simplement donne-moi plus de détails, le modèle doit être capable de remonter dans l'historique et de reformuler implicitement la question en quelque chose comme donne-moi plus de détails sur la création d'un index vectoriel. Donc, pour corriger notre problème de response cutoff, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le système prompt et on va lui dire d'être un peu moins verbeux et de limiter ses réponses à 2 phrases maximum. Je sauvegarde, je retourne dans mon chatbot et je lui repose la même question. Donc là, déjà, j'ai une réponse beaucoup plus claire et j'ai une réponse beaucoup plus claire, complète. Mais par contre, c'est pas comme ça qu'on crée un index vectoriel dans la 23 AI. Autrement dit, on a affaire à ce qu'on appelle une hallucination du modèle. Bref, avant de corriger ce petit problème, ce qu'on va faire, c'est que on va explorer quelques autres paramètres qui sont ici sur le côté avant de parler de RAG. D'abord, je vais commencer par désactiver le contexte et puis je vais lui dire donne-moi plus de détails. Et là, ce qu'on voit tout de suite, c'est que sur quel sujet souhaitez-vous plus de détails? Donc, il n'a aucune conscience de ce dont on parle. Donc, c'est vraiment, ça montre que c'est vraiment important d'activer le contexte. L'autre paramètre qui est intéressant, c'est la température. Alors récemment, j'ai un collègue qui m'a comparé la température au nombre de pintes qu'il a bu. Et il disait, ben, avec une pinte, je suis un peu créatif, mais je suis encore raisonnable. Après, deux pintes, c'est n'importe quoi. Et, euh, et en fait, ça confirme, ça confirme ce qu'on voit là, ça confirme un petit peu son analogie. Euh, Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut pas. Nous, on veut quelque chose qui tourne plutôt autour de 1. On va aussi augmenter le nombre max de tokens parce que par la suite, on veut que notre modèle il donne des réponses un petit peu plus développées. Revenons un petit peu à notre problème de knowledge cutoff ici. Il ne nous parle que de 23C parce qu'il ne connaît pas la 23 AI. Donc, d'une manière générale, il existe 3 façons de corriger ce type de situation. D'abord, vous pouvez entraîner un nouveau modèle avec des informations précises et à jour. Mais, entraîner un modèle, c'est un travail qui est lourd, qui est long et qui est très coûteux. Deuxième option, c'est affiner ou fine-tuner, on dit, un modèle existant pour l'adapter à notre domaine ou à nos données spécifiques. Euh, c'est moins coûteux que l'option 1, c'est fait pour ça d'ailleurs, mais ça reste quand même une tâche importante. La troisième option,
et c'est de loin la plus simple et la plus économique, c'est de tirer parti de la génération augmentée par récupération, donc RAG, combiné au stockage vectoriel, en particulier ici avec Oracle Database 23 AI. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Mais avant de pouvoir activer cette petite case qui est là, j'ai besoin de configurer deux, trois choses. La première, c'est que j'ai stocké ma documentation dans un bucket dans le cloud Oracle. Donc, je vais m'assurer, voilà, j'ai bien accès à mon stockage objet dans le cloud. La seconde, c'est j'ai besoin de configurer des modèles. Donc, les modèles de langage, vous avez vu qu'on en a déjà utilisé un dans le chat, qui était celui-ci, GPT-4o, qui vient de chez OpenAI, qui est un modèle public. J'en ai d'autres à ma disposition. Là, cette documentation qui est stockée dans l'Object Storage, on va la transformer en vecteur. Et pour ça, on a besoin de modèles d'embedding. Moi, j'en ai deux qui sont activés. Celui d'OpenAI, qui est public encore, mais imaginons. Bon, ma documentation hein, sur les index, elle est publique, mais imaginons qu'elle soit privée. J'ai pas envie de l'envoyer dans un modèle public. Ben là, typiquement, là, je déploie sur mon cluster, celui que je vous ai montré tout à l'heure. C'est pas hébergé chez quelqu'un d'autre, c'est chez moi. Ça pourrait même carrément être en local. Ensuite, de quoi on a besoin? Pour finir, on a besoin d'une base de données. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure, ma base de données, c'est une base de données Autonomous sur OCI. Et comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser n'importe quelle base, une base existante sur vos serveurs, une base en local, même la base Oracle 23 AI gratuite qui existe, si vous voulez expérimenter. Et vous allez voir que j'ai déjà commencé à créer des vecteurs dans ma base. Je vais vous montrer comment on fait. Donc maintenant que tout est configuré, on va intégrer la documentation sur la question que je lui posais, comment est-ce qu'on crée des index vectoriels. Donc la documentation AI Vector Search dans un vector store. Et pour ça, on va aller dans cette partie qui s'appelle Split Embed. Ici, je vais retrouver les deux modèles euh, que j'ai à ma disposition, donc celui d'OpenAI et celui qui est hébergé sur mon cluster privé. Allons-y pour celui d'OpenAI. D'ailleurs, ça se voit ici. Ensuite, pour chaque modèle, vous allez avoir des paramètres. Donc, la taille des chunks, comme je vous le disais, ça peut être très important. Plus le chunk est grand et plus ça va donner des réponses précises, en fait. L'overlap des chunks, donc la façon dont chaque chunk se recouvre, ça va permettre, plus c'est élevé et plus en fait vous allez avoir des réponses consistantes les unes avec les autres, cohérentes, pardon. La façon de calculer la distance entre les vecteurs, donc je l'ai dit, généralement le cosinus, c'est celui qui est le plus adapté pour les textes. Et puis, les index que vous souhaitez utiliser pour accélérer la recherche vectorielle. D'ailleurs, quand on va cliquer sur la génération, je vous assure que ce sera la bonne syntaxe qui sera utilisée et pas celle de ChatGPT. Ensuite, il faut lui donner à manger des documents. Trois options. Soit, je vous le disais tout à l'heure, pourquoi pas un référentiel web hébergé quelque part. En local, c'est l'option que je vais choisir. Je vais aller récupérer, voilà, et Vector Search User Guide, ou même, oui, d'ailleurs non, en fait, je vais l'utiliser, mon bucket. Bon, c'est le même document, mais bon. Hop, je vais aller chercher dans le bon compartiment, dans le bon bucket. Vous voyez que j'ai déjà plusieurs documents. Pour la démo, celui-ci suffira. Et puis ici, on a le nom du vector store qui va être créé dans la base. Je vais lui donner un petit alias pour que je puisse le retrouver plus facilement. Et puis, on va lancer la génération des vecteurs à partir de ce document. Donc, pendant qu'il fait ça, ça me donne l'occasion de vous montrer
Alors, je vais juste rafraîchir. Donc ça, c'est ma base de données dans SQL, enfin le plugin, l'extension SQL Developer dans Visual Studio Code, où on voit ma base. Si je rafraîchis, normalement, voilà. Donc ici, j'ai trois vector stores, les deux premiers que j'avais créés et celui qui est en train d'être populé. Et on va retrouver en fait les morceaux de texte ici. Et pour chaque morceau de texte, si on va un petit peu plus loin, on a des métadatas, des métadonnées, et voilà. On va retrouver pour chaque morceau de texte la traduction de son sens en vecteur et toutes ces dimensions qu'on voit ici. Je vais aller voir. Voilà, donc ça y est, c'est terminé. 627 chunks créés vectorisés et stockés dans ma base de données. Euh, ok, allons-y. Donc on va aller tester. On va retourner dans notre chatbot. On va activer RAG. Alors attendez, je recommence parce que normalement je vais supprimer l'historique pour pas qu'il se base sur des exemples faux. Et voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, mais il veut pas. C'est voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. En fait, c'est que quand je active RAG, il va automatiquement changer le prompt. Et ce prompt-là lui dit, ne fais pas de requête tout de suite au LLM, fais d'abord une recherche dans la base de données, trouve les documents, fais une recherche de similarité sur les vecteurs, compare-la à cette question que tu traduis en vecteur et remonte-moi les documents les plus pertinents. Et ça, tu vas l'envoyer au LLM ensuite pour qu'il puisse construire une réponse. Donc, ben voilà, il est là, notre vector store. Et je vais lui reposer notre question. Comment créer des index vectoriels dans la base 23 AI? On crée une table, on crée un index. Ouais, c'est pas mal. Et c'est surtout, c'est ancré ça donne des références en fait. Donc là, vous voyez les textes sur lesquels il se base pour répondre à ma question. On va essayer de faire la même recherche avec, avec un autre modèle. Tiens, hop, je vais aller tester un petit modèle, celui-ci, donc Yama 3. Je l'active. Je vais retourner dans mon chatbot. Je vais désactiver RAG pour le moment. Je vais voir s'il répond mieux si Lama 3 répond mieux que ChatGPT. Bah, non, c'est pas. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Donc, on a le même problème de knowledge cutoff avec ce modèle-là. Et avec notre RAG activé, vous avez vu, il m'a dit attention, on a changé de prompt, heureusement. Sinon, ça n'aurait aucun effet. Alors, tiens, ça c'est intéressant. Ah, oui, ça c'est simplement parce que j'ai oublié de désactiver mon contexte. Vous avez vu, en fait, dans le contexte, il va prendre en compte toutes les réponses qu'il a déjà données. Là, on sait déjà mieux. Ah, ouais, c'est intéressant. Moi, je ne voyais pas ce comportement-là comme ça. Ok. Euh, bon, vous voyez qu'en fait, activer le RAG, ça va déjà lui permettre d'éviter des hallucinations comme celles qu'on a vues au début, où il me parlait de la 23C, alors qu'en fait, je lui parlais de la 23 AI, qui me donnait des réponses sur la création d'un index de vecteurs qui sont pas les bonnes.
J'ai la possibilité de le rendre un peu moins créatif en diminuant la température, par exemple. Mais voilà, une question, c'est assez compliqué pour évaluer un modèle. Euh, Imaginons qu'on fasse appel à d'autres modèles pour créer nos questions et les réponses et les bonnes réponses qui vont bien. Donc, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, vous pouvez le faire dans TestBed. Alors, vous voyez, j'ai déjà créé un jeu de test ici. Il faut savoir que les jeux de test, ils sont stockés dans la base. Donc, je peux les récupérer, les reloader, euh, les modifier, etc. Mais ici, ce qu'on veut, c'est générer un nouveau test. Donc, je peux lui donner le même document d'origine, donc le guide d'utilisation d'AI Vector Search. Et puis, je vais lui dire combien de questions je veux qu'il génère, euh, avec quel langage euh, je veux qu'il génère la question et avec quel modèle d'embedding je veux qu'il crée les vecteurs à partir de ce document. Comme c'est un petit peu long, je vais plutôt vous montrer celui que j'ai déjà créé. Donc, je le reload. C'est exactement ça que vous avez comme résultat. Vous avez des questions, vous avez les réponses associées, et puis vous pouvez parcourir toutes les questions, vous pouvez les modifier, les enregistrer, etc. Parce que la référence, ça reste quand même l'humain hein, pour dire quelle est la meilleure réponse à une question. Et puis surtout, ce qui est assez pratique, c'est que vous pouvez voir les évaluations. Donc là, si je clique sur Start Evaluation, ce qui va se passer, donc il va lancer l'embedding du document, il va générer ma série de questions-réponses et ensuite, il va aller dans le chatbot et vous verrez dans le chatbot, il va poser les 10 questions qu'il a en stock et il va regarder les réponses que lui donne le modèle qui est là. Donc là, typiquement, je ne vais pas utiliser ChatGPT pour challenger ChatGPT. Je vais utiliser ChatGPT pour challenger Llama 3. Je reviens ici. Et ensuite, il va vous faire un rapport. Donc moi, j'ai fait un premier test et je lui ai demandé, j'ai désactivé RAG et je lui ai demandé, ben vas-y, teste ta série de questions. Et la réponse, là, ça a été ça. Donc sans RAG, on a zéro bonne réponse. Euh, Après, ce que j'ai fait, vous voyez, ici, on a tel modèle qui a été utilisé avec tel paramètre, etc. Et j'ai pas activé RAG. Deuxième rapport, là, j'ai activé RAG. Avec ces settings-là, j'ai toujours mes paramètres qui sont là-haut et là, ça s'améliore grandement. C'est pas parfait, hein, c'est pas fou. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder ben, dans quel domaine il faut que je m'améliore. Je vois par exemple qu'en vector indexing, c'est assez compliqué de produire une bonne réponse. Euh, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va vous dire là où votre modèle et tout son jeu de paramètres derrière se trompe. Pourquoi il se trompe? Il va vous dire, pour telle question, moi j'attendais ça comme réponse, donc reference answer. Voici ce que j'ai donné comme contexte. Et voici ce que l'agent a répondu. Et là, c'est intéressant. Il vous explique pourquoi il considère que la réponse est fausse. En fait, là, typiquement, il dit, ben, la réponse, elle est incomplète. Et vous avez tout un rapport que vous pouvez downloader. Donc, vous pouvez ensuite injecter ça où vous voulez. Vous pouvez même interroger directement la base de données, puisque ces résultats sont stockés en base de données, pour analyser quelle est la config qui marche le mieux pour vous. Et une fois que vous avez bah, quelque chose qui est satisfaisant pour vous, et ça c'est ce qui me plaît le plus, vous allez dans Settings. Ah, évidemment, avec ce modèle-là, ça marche pas. On peut pas proposer du Spring AI. Voilà. Là, c'est là que vous downloadez un zip avec tout le code des microservices.
Vous faites un Podman build et vous déployez ça où vous voulez sur un cluster Kubernetes. Donc, si je résume ce qu'on vient de se dire, moi je crois que je l'ai assez martelé, l'idée que qu'il faut expérimenter, tester toutes les configs possibles pour arriver au résultat souhaité. C'est ça que vous permet de faire l'outil sans code, juste avec l'interface. Que ça fournit aussi de quoi mesurer, comparer facilement les performances de chaque modèle et son ensemble de paramètres derrière. Et bien sûr aussi, ça vous permet de découvrir les possibilités en termes de recherche vectorielle dans la base Oracle. Donc, il y aura quelques infos. Donc, je partagerai les slides sur le Slack channel qui est dédié à l'événement. Si vous voulez avoir plus d'infos, vous avez un lien ici. Je pense sera partagé dans le chat, ou l'a déjà été même. Et il nous reste quelques minutes pour les questions. Alors, je vais essayer de voir. Je vais arrêter mon partage parce que je vois pas les questions. Alors, on a une question qui demande comment les chatbots crack peuvent améliorer l'efficacité des chefs de projet en installation électrique dans l'industrie architecture, ingénierie et construction, notamment pour l'accès aux normes, la détection d'interface et la coordination technique entre les différentes disciplines du BIM. C'est une question très intéressante. Merci de la poser. Dans des contextes aussi techniques, ce qu'on constate, c'est que les modèles généralistes euh, sont très peu performants, même si vous leur fournissez toute la documentation qui existe. Donc, les nouvelles normes, ce genre de choses. Donc, tout l'intérêt, je pense, c'est d'aller chercher, enfin, c'est déjà d'évaluer quelle serait la performance d'un chatbot RAG euh, en utilisant un modèle généraliste. Mais je pense que vous allez vite voir que c'est compliqué et qu'il va vous falloir vous tourner vers des modèles un petit peu plus spécialisés. Il en existe. J'ai pas de référentiel à partager avec vous, mais c'est quelque chose qu'on peut explorer ensemble, si vous voulez. Ouais, il nous reste 3 minutes, donc sans peu de temps pour faire une pause avant la prochaine session. Je vous remercie beaucoup. Si toutefois vous aviez encore des questions auxquelles je n'aurais pas eu le temps de répondre, je vais rester là. Je vais y répondre de manière écrite et je vous souhaite de bien profiter des sessions qui suivent, donc encore cet après-midi et les journées de demain et après-demain.